Donc bonsoir à toutes et à tous. Un merci infini. Et d'abord, je voudrais commencer par dire que je suis honorée d'être sur les terres martiniquaises, terre de penseurs, terre de lutte et terre de liberté. Et je veux commencer par remercier particulièrement Jean-Philippe Nilor, Marcelin Nadeau pour l'invitation, le RPRAC et l'ensemble des députés qui sont ici, avec qui j'ai grand plaisir à combattre chaque semaine à l'Assemblée nationale. Et j'ai peu parlé pendant ces assises populaires contre la vie chère, et j'ai fait exprès de peu parler, parce que je voulais d'abord écouter ce qui était dit. Et je voulais écouter parce que lors de ces assises populaires contre la vie chère, s'est passé quelque chose d'extrêmement important, qui est la démonstration qui peut-être fait le plus peur aux puissants. Tout le monde peut faire de la politique, et même bien mieux que celles et ceux qui s'y croient prédestinés. Voilà ce qui s'est passé dans ces assises. Et je le dis d'autant plus comme présidente d'un groupe parlementaire. Lorsque nous sommes arrivés en 2017, c'était la première fois que nous rentrions à l'Assemblée nationale. À ce moment-là, nous étions seulement 17 députés insoumis, dont Jean-Hugues Ratenon qui est juste ici, Jean-Philippe Nilor qui nous a rejoints juste après, mais je veux reprendre sur Jean-Hugues Ratenon. Jean-Hugues Ratenon, avant d'être député, était au RSA Activité. Un jour, il pose une question au gouvernement pour le groupe parlementaire insoumis sur l'augmentation insupportable de la pauvreté dans notre pays. Et nous savons que lorsque l'on parle de centaines de milliers de personnes qui, sous la présidence du président des riches, Emmanuel Macron, tombent sous le seuil de pauvreté, nous ne parlons pas juste, même si c'est extrêmement important, de situations révoltantes humaines. Nous parlons de maintenant, et ça a été très bien dit à plusieurs moments dans ces assises populaires contre la vie chère. Nous parlons aussi du temps long sur les générations d'après, et notamment sur nos enfants. Savez-vous que lorsqu'une personne tombe sous le seuil de pauvreté, il faut en moyenne 6 générations pour pouvoir sortir de la pauvreté? Voilà le scandale et l'injustice dont nous parlons. Eh bien, Jean-Hugues Ratenon était en train de poser une question au gouvernement pour savoir pourquoi il voulait faire payer au peuple les cadeaux faits aux plus riches et aux multinationales. Et quelle a été la réponse du ministre? Il a dit à Jean-Hugues Ratenon, qui avant vivait avec le RSA Activité, il lui a dit « Vous ne dénoncez pas la misère, vous en vivez ». Lorsque Caroline Fiat, première aide-soignante de toute l'histoire de l'Assemblée nationale, devient députée, les macronistes l'appelaient la députée Bac-2. Lorsque Mathilde Ligné, première ouvrière agricole jamais élue à l'Assemblée nationale, devient députée, là aussi elle s'exprime comme ouvrière agricole. Et le ministre de l'Agriculture lui dit « Vous devriez aller un peu sur le terrain, voir ce que vivent les agriculteurs et les agricultrices. » Lorsque Rachel Keke, femme de chambre qui est d'ailleurs venue en Martinique, qui a fait 22 mois de grève victorieuse et dont il ne supporte pas qu'une femme noire vienne à l'Assemblée pour dire lors de la réforme des retraites « Vous ne mettrez pas à genoux celles et ceux qui tiennent la France debout », eh bien, ils expliquent que Rachel Keke serait lobotomisée par la France insoumise et n'aurait aucune idée de ce qu'elle est en train de défendre après avoir fait 22 mois de lutte. Eh bien, je vais vous dire que lorsque nous sommes arrivés en 2017, ils nous regardaient avec beaucoup de mépris. Et que ce mépris, petit à petit, s'est transformé en peur. Parce qu'ils se sont rendus compte que Jean-Hugues Ratenon, Rachel Keke, Mathilde Ligné et beaucoup d'autres étaient des bien meilleurs députés pour l'intérêt général que ceux qui croient qu'ils peuvent faire ça depuis qu'ils sont petits, qui ont fait telle ou telle étude. Et je le dis à dessein, non pas pour dire que tout le monde devrait être élu, ce n'est pas ça la question, mais pour dire que oui, nous avons prouvé dans les faits, comme vous l'avez prouvé dans les assises populaires contre la vie chère, que tout le monde peut faire de la politique et que, pas de chance pour eux, nous sommes plus nombreux qu'eux. Alors, quand je croise des gens qui m'expliquent qu'ils sont dégoûtés de la politique, je leur dis d'abord que je comprends. Quand vous avez des présidents ou des élus qui n'ont jamais tenu leurs promesses, quand année après année la vie s'empire, quand vous devez faire des choix insupportables
entre nourrir vos enfants correctement, payer votre loyer, payer votre facture d'eau ou d'électricité. Oui, je peux tellement comprendre qu'on soit dégoûté de la politique. Mais comme j'aime à le dire aux gens, d'abord, le dégoût politique est créé. Parce que je vais vous dire qu'ils n'ont aucune envie qu'ensuite on vienne sanctionner les politiques qui sont menées. Mais surtout, quand les dégoûtés s'en vont de la politique, il ne reste que les dégoûtants. Et nous ne laisserons pas les dégoûtants décider pour nous. Alors, lors de ces assises, à partir d'une situation révoltante, de savoir comment on remplit un frigo pendant que d'autres sont en train de s'engraisser, eh bien, lorsque vous tirez le fil, vous arrivez sur l'ensemble de la manière dont nous vivons ensemble. Les marges qui sont faites par des grands groupes, la nécessité de démanteler les oligopoles et les monopoles, le service public des transports dont on parlait juste avant, la question des revenus à augmenter, la question de savoir pourquoi en 2025, le droit fondamental humain à l'eau n'est toujours pas garanti alors qu'il a été reconnu comme un droit fondamental humain sous l'impulsion de la Bolivie depuis 2010 à l'ONU. Et vous continuez à tirer des fils et nous arrivons même à savoir qui détient le pouvoir dans ce pays. C'est la question de la 6e République qui a notamment été évoquée dans nos travaux. La 6e République, c'est d'abord le fait de dire que le peuple doit réécrire les règles du jeu. Et que, n'en déplaise au président Macron, le seul souverain reste le peuple et non le monarque présidentiel qui déciderait de tout pour tout le monde. Et nous, insoumis, nous restons les partisans du référendum révocatoire porté notamment par les Gilets jaunes. Le référendum révocatoire, c'est l'idée que lorsque quelqu'un se présente à une élection, eh bien, c'est le peuple qui reste souverain. Ce n'est pas on vote une fois tous les 5 ans et ensuite on ferme sa bouche. C'est la possibilité à tout moment de révoquer ou de dégager un élu lorsqu'il ne tient pas ses promesses. Eh bien, je vais vous dire que si nous y avions le référendum révocatoire, il y a bien longtemps que Macron serait parti. Alors, face à un pouvoir qui ne cesse d'utiliser la répression, la négation des droits fondamentaux, qui ne cesse de continuer sa politique faite aux plus riches, Emmanuel Macron doit se rappeler de quelque chose. Depuis la Révolution française, ce n'est pas le roi qui change de peuple, c'est le peuple qui renverse le roi. Alors, si je suis venue, c'est d'abord pour dire qu'aux côtés des autres députés, des autres collègues députés, mais aussi au nom du groupe parlementaire insoumis dans son entièreté, nous nous engageons à être le plus utile possible dans les travaux qui ont été menés et notamment dans l'ensemble des propositions qui en ont été faites, que nous traduirons en amendements, en propositions de loi. Et je le dis avec l'idée que, évidemment, il faut une rupture bien plus forte dans notre pays, mais que nous pouvons gagner des choses dans cette Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron se maintient au pouvoir en ayant volé le résultat des élections. Et il est aujourd'hui minoritaire dans l'Assemblée nationale, ce qui veut dire que nous pouvons gagner des combats dans cette Assemblée nationale. Et je veux, pour terminer, que vous vous rappeliez de quelque chose qui est très important. Nous avons parlé d'un moment historique en parlant de ce qui a été fait ici et qui doit se poursuivre ensuite par la suite. L'histoire, parfois, nous oblige. Ici, nous sommes en Martinique, en terre martiniquaise. Et ce que nous apprend l'histoire longue, le fil de l'histoire que nous continuons de tirer, c'est d'abord que la liberté n'existe pas sans ses défenseurs. La liberté n'existe pas sans ses défenseurs. Voilà la leçon qui vient notamment de l'abolition de l'esclavage, qui a d'abord été abolie par la lutte des personnes esclavagisées elles-mêmes et non pas par je ne sais qui leur a octroyé ou donné. Oui, la liberté n'existe pas sans ses défenseurs et c'est cette longue lutte qui est poursuivie aujourd'hui de refuser à tout moment tout ce qui a servi des personnes et qui continue une oppression insupportable. Oui, encore aujourd'hui, la liberté n'existe pas sans ses défenseurs.
Et c'est d'ailleurs grâce à la mobilisation extraordinaire que Rima Hassan a été libérée des geôles de l'extrême droite israélienne et que nous demandons toujours que soit libérée l'entièreté de la flottille qui allait sans armes, avec de l'aide humanitaire, des couches, avec des soins médicaux, juste tenter de briser le siège de Gaza et de mettre fin au premier génocide filmé de toute l'histoire de l'humanité. Oui, c'est cette même mobilisation populaire avec des défenseurs de la liberté qui permet qu'à notre arrivée en Martinique, au tout premier moment des assises populaires contre la vie chère, qui permet que Christian Théin et les autres leaders kanaks soient enfin libérés de prison après 1 an où ils ont été déportés à 17 000 kilomètres et dont nous exigeons maintenant ici qu'ils puissent rentrer en Kanaki Nouvelle-Calédonie et que soit enfin mis un terme, que soit mis jusqu'au bout le processus de décolonisation. Oui, la liberté n'existe pas sans ses défenseurs et donc je voulais terminer par dire que ce sont toujours les peuples qui écrivent l'histoire, qu'il n'y a aucune fatalité dans ce que nous vivons et qu'aussi noire que soit la nuit, rappelez-vous toujours que vous avez la force de tout changer, qu'il existe d'autres choix politiques possibles dans ce pays. Car comme le disait le grand poète turc Nazım Hikmet depuis sa prison, si je ne brûle pas, si tu ne brûles pas, si nous ne brûlons pas, comment les ténèbres deviendront-elles clarté? Merci à vous.